La formation commence, et au fur et à mesure, des activités proposées, des espaces de parole mis en place, des éléments de ce que cette personne vit, dit, pense, a vécu, porte, véhicule, émergent. Par exemple, au cours d'un brainstorming autour des stéréotypes sexuels, la participante trouve que la phrase « les femmes sont douces et les hommes sont forts », c'est quand même un peu vrai. Et que les femmes adorent les bébés, les hommes préfèrent les enfants plus grands, c'est tout à fait vrai. Ça se vérifie sur son lieu de travail, mais aussi dans sa vie privée. La preuve, quand elle avait son bébé, et c'était toujours elle qui devait changer les couches, et que de temps en temps, son mari devait changer les couches, eh bien les collants ne collaient pas, elle devait toujours repasser derrière lui pour refaire les couches. La preuve, les hommes n'aiment pas les bébés. À un autre moment, pendant un jeu de rôle, elle s'adresse à un participant homme, qui joue le rôle d'un père venant chercher son enfant à la sortie de l'école en lui disant « Vous direz à votre femme que votre fils a été vraiment difficile aujourd'hui. » Comme si lui-même n'était pas capable de traiter cette information, d'en faire quelque chose de constructif pour son enfant, le plaçant dans un rôle de relais, d'intermédiaire entre deux femmes. Ce qui lui est renvoyé d'ailleurs par le participant au moment de l'échange sur le vécu de l'activité. Dans un moment d'échange de pratique, elle raconte que parfois un bébé arrive le matin à la crèche un peu habillé comme l'as de pique, deux chaussettes de couleurs différentes. Et, bah oui, vous savez où je peux en venir. Si c'est la mère qui amène le bébé le matin, elle va dire « mais celle-là, elle est miro ou quoi? Enfin, comment elle a pu faire un effort pour habiller son enfant correctement ?» Et elle va juger la mère très sévèrement, et c'est ce jugement qu'elle va faire passer sur son équipe de péricultrices. Par contre, si c'est le père qui amène le bébé mal fagoté, elle va dire « oh, c'est trop mignon, il a fait un effort !» Et donc, c'est cette indulgence également qu'elle va faire passer à son équipe. Tous ces éléments, c'est très très vite, je vous ai dit ça à la louche, et bien d'autres lui sont renvoyés par le groupe et par l'équipe de manière non jugeante. On n'est pas dans le « ah, tu dis que tu veux faire, mais tu as vu ce que tu fais en réalité », on n'est pas dans le jugement. Ce sont des constats, des analyses qui sont renvoyés par le groupe et par l'équipe, et qui amènent forcément la personne à se remettre en question. C'est la fameuse phase de déstabilisation dont on parlait tout à l'heure. Alors, un nouvel obstacle se dresse sur sa route. C'est la prise de conscience que ce qu'elle pense, dit, fait de manière impulsive, implicite, ça se révèle être à l'encontre de ce qu'elle défend de manière réfléchie, voulue, construite en matière d'égalité des genres. Et que cette situation, tout en étant très certainement influencée par elle, ne se résoudra pas directement dans la société, ou par des réformes scolaires ou politiques, mais par un changement dans ses relations et ses attitudes, un changement personnel profond réfléchi. Et donc le cadre de la formation permet l'expression, la prise en compte du désarroi et de l'émotion qui résulte de ce constat, de cette déstabilisation. Je me rends compte au fond de moi que je n'ai pas vraiment envie que les hommes prennent une place dans le milieu 0-3 ans. Je me rends compte que je me pose la question, comment restera-t-il si les hommes accèdent aussi à ce domaine-là, où je me sens bien, qui m'est réservé, où je suis compétente? Et les choses se posent alors souvent en termes de gains et de pertes. Qu'est-ce que j'y gagne? Qu'est-ce que j'y perds, au fond, dans cette recherche d'une relation plus égalitaire entre hommes et femmes? C'est la fameuse question qu'on s'est posée plusieurs fois ce matin. Alors, c'est la phase critique du processus. On est dans le creux de la vague, là. Alors, tout dépend d'un élément essentiel, c'est la volonté, c'est l'envie d'agir. C'est sur quoi, dans tout ce que je viens de comprendre, j'ai vraiment envie d'avoir une action. Car on ne se voile pas la face, les stéréotypes nous arrangent bien à certains moments de notre vie. Que les femmes soient sensibles, que les hommes soient forts, peut-être que ça nous arrange un peu dans notre couple. Qu'au boulot, au bureau, les hommes s'occupent des pannes d'ordinateur et que les femmes répondent au courrier, peut-être qu'on trouve ça un peu normal. À l'école, qu'on dise que les filles sont fortes en français et les garçons forts en maths, peut-être on se demande tout compte fait si c'est pas génétique. Comment dès lors on peut agir là-dessus, sur ces stéréotypes? Alors, le processus qu'on met en place, tout d'abord,
faire prendre conscience de ces représentations et analyser leurs conséquences sur nos relations directes, dans notre couple, dans la relation éducative qu'on a avec nos enfants, dans les relations éducatives qu'on a avec les jeunes, les enfants qui nous sont confiés, et dans les modèles d'identification qu'on propose. 2 minutes, on me dit. Voilà. Alors, deuxièmement, en permettant aux personnes de se positionner. Voilà, il y a un constat qui est là, le constat, il t'appartient à partir de ce moment-là. C'est à toi de te positionner sur ce sur quoi tu as envie d'agir. Mais pas n'importe comment, on ne laisse pas repartir les personnes comme ça. À un moment, on leur donne, dans la deuxième partie du processus de formation, qui est le processus de reconstruction, des outils d'analyse, des pistes, des grilles pour se projeter, pour construire des perspectives, pour cibler son action dans un registre d'intervention adéquat. En ce qui concerne la puéricultrice, là, effectivement, réformer les études, ce n'était pas forcément la première chose à faire dans les relations qu'elle avait avec les pères qu'elle avait devant elle, mais qui est peut-être une action autre. Voilà, c'est la phase de reconstruction. Alors par exemple, le dernier jour de la formation, cette puéricultrice a exprimé des envies, plein d'envies, et plein de pistes d'action. Être attentive au contenu des messages qu'elle donne aux pères et aux mères, et à la manière dont elle les donne. Partir du postulat, et ça c'est fondamental, que le père et la mère sont d'une même compétence pour s'occuper du jeune enfant, qui est un stéréotype qui l'a marqué dans son travail et dans sa vie de tous les jours. C'est le fameux instinct maternel dont on a beaucoup parlé. Ce qui n'a pas du tout empêché de dire moi je veux quand même qu'on continue à réfléchir à une réforme des études, j'ai quand même envie de continuer là-bas, donc de réfléchir à ce niveau-là. Alors des exemples comme celui-ci, je peux vous en citer des tonnes, mais je n'ai pas le temps. Donc voilà, une dernière chose que je voulais vous dire, c'est qu'en conclusion, la formation c'est un déclencheur. Tout le travail se passe après. Chaque personne repart avec un regard critique, le sien, posé sur ses attitudes, ses choix ou ses non-choix de vie, ses envies de changement en matière d'égalité des genres. Et elle repart aussi avec des pistes d'action dont elle fera ce qu'elle voudra ou ce qu'elle pourra. Alors, est-ce que ce processus est vérifiable au niveau de son efficacité? Est-ce que c'est quantifiable? On n'en sait rien. Il dépend de tellement de facteurs, notamment du facteur temps. Mais au CMEA, nous pensons, nous croyons, nous faisons le pari de son efficacité. Car c'est un processus qui touche aux représentations les plus ancrées des personnes, qui les transforme dans ce qu'elles ont de plus inconscient, de plus intégré, et qui a une action directe sur leurs relations quotidiennes avec leur entourage. Pour construire une égalité des genres consciente, désirée, vécue, agie, et pas que décrétée. Voilà, je vous remercie. 10 minutes.